participer au débat à la fin de la session, donc sans tarder. Je fais appel au professeur Ali Khouja Nadir de l'Université de Sétif Alger et précisément du laboratoire d'architecture méditerranéenne pour nous présenter une communication sur les techniques et l'expérience, les techniques numériques pour la préservation et le diagnostic du patrimoine. Donc cette expérience est menée à travers les outils de numérisation et le scanner professionnel que possède ce laboratoire. Donc à vous la parole, professeur, sans tarder, pour nous présenter cette expérience. Donc. Merci, professeur. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, monsieur le chef département, docteur Zerti, professeur Alapma, merci de me donner l'opportunité de présenter mon laboratoire et mon université et donc un petit peu l'expérience de mon laboratoire et de mon département et de mon institut, de mon université en matière de patrimoine, en matière de numérisation. Donc j'avais des choix, donc j'avais demandé à Madame Zerti à peu près le délai, c'était 30 minutes, donc j'ai essayé d'équilibrer cette présentation entre certains aspects académiques et certains aspects techniques. Et peut-être on aura l'occasion pour le débat de pouvoir poser peut-être des questions un petit peu plus précises sur certains aspects qui peuvent être développés dans cette présentation. Donc je suis Nadir Ali Khouja, donc je travaille beaucoup sur la numérisation, sur la géomatique appliquée au patrimoine, à l'héritage culturel, dans le département d'architecture et dans mon laboratoire, dans notre laboratoire d'architecture méditerranéenne depuis pratiquement 12 ans. Donc la présentation, donc on va aborder un petit peu une petite introduction, un petit peu sur certains concepts et certaines notions sur la numérisation. C'est quoi la numérisation? Très rapidement. Ensuite, je vais présenter aussi brièvement le laboratoire LAM. Ensuite, les techniques que nous utilisons en matière de documentation et de catalogage du patrimoine culturel en général, vous allez voir ça. Et les livrables en matière de documentation numérique, les diagnostics, qu'est-ce qu'on fait en termes de diagnostic au sein de notre laboratoire, et bien sûr une petite conclusion. Donc aussi c'est l'occasion aussi, donc cette présentation est destinée aux étudiants de master, licence, mais aussi aux doctorants et aux jeunes chercheurs pour un petit peu déblayer toute cette terminologie un petit peu parfois complexe qui tourne autour de la numérisation, de la digitalisation, du patrimoine, l'héritage culturel. Il y a plein de concepts qui se chevauchent, s'intercroisent un petit peu, et ce serait bon pour cette journée de discuter, d'éclaircir peut-être certains points d'ombre. La numérisation est un outil essentiel pour la documentation et l'archivage. J'ai noté que le professeur donc, a cité que, il a dit, j'ai noté ça sur mon calepin, qu'on ne valorise pas un patrimoine qu'on ignore. Je suis tout à fait d'accord. Et je dirais un petit peu plus que pour connaître un patrimoine, il faut le documenter. On ne peut pas connaître un patrimoine qui n'est pas documenté. On va dans nos sites, on voit du patrimoine, mais réellement, il n'y a pas de documentation, des supports, que ce soit traditionnels, écrits, dessins, que ce soit des supports un petit peu digitaux, et ça, c'est très important. Et d'ailleurs, le professeur Alapma a cité tout à l'heure qu'en Algérie, c'est vrai qu'il y a très peu de sites archéologiques et de sites patrimoniaux qui sont classés. Le professeur Alapma a jeté le pavé pour l'UNESCO, pour les Comores, le bras de l'UNESCO. Moi, je jeterai le pavé dans le Hajara, parce que pour classer un document, pour classer un monument, il y a une fiche technique de l'UNESCO très détaillée et très contraignante. Si on n'arrive pas à la documenter, à avoir des fiches techniques vraiment très détaillées, le document de classement, il est rejeté systématiquement. Et donc, il y a un effort considérable pour les chercheurs, mais aussi pour les professionnels. Je sais qu'il y a quelques professionnels peut-être avec nous qui doivent travailler un petit peu sur la documentation et l'archivage. Et bien sûr, il y a une autre partie pour un petit peu aller plus vite, sur le diagnostic et l'analyse. Il ne suffit pas de numériser, mais il faut aller au-delà
de la numérisation et de la digitalisation, c'est le diagnostic et l'analyse de ce patrimoine. Et les photos qui sont là, c'est pour montrer un petit peu que notre patrimoine, il est là, mais il n'est pas périn, il peut disparaître. On a vu des monuments historiques disparaître par l'effet de la nature, par l'effet des séismes, mais aussi par l'effet de l'homme, que ce soit par des guerres, que ce soit par des détériorations voulues ou pas voulues. On a un patrimoine urbain très important qui est en train de disparaître par la spéculation foncière, l'urbanisme, vous savez tout ça. Donc la numérisation, je vais passer rapidement sur ces aspects-là. Donc elle permet d'avoir des modèles 3D, l'accessibilité facile à ces objets patrimoniaux. Donc certains points clés de la digitalisation, c'est les objets 3D, c'est donc la photogrammétrie. J'ai beaucoup d'interventions, je travaille sur un petit peu la photogrammétrie, c'est bien, de la réalité virtuelle et la réalité augmentée, et sur d'autres domaines que nous entamons dans notre laboratoire, c'est les images multispectrales, les analyses ROX, les analyses thermiques, et ça aussi c'est tout un autre volet d'analyse et de diagnostic. Bien sûr, les avantages de la numérisation sont multiples. C'est des analyses non destructives, c'est-à-dire qu'on ne détériore pas le patrimoine, ne détériore pas la pierre, parce qu'il y a d'autres documentations, d'autres analyses qui vraiment touchent. On fait du carottage, on fait des carottages, on touche au monument. Et là, la numérisation, quand même, elle préserve ce patrimoine, elle est plus ou moins rentable dans le temps, bien sûr, parce qu'il faut des investissements très lourds. Un scanner, actuellement, c'est 1,5 milliard de centimes. Avec toutes les autorisations que ça demande pour son acquisition, c'est très très contraignant. Et une accessibilité améliorée bien sûr pour le public, mais aussi pour les professionnels, parce qu'on peut partager donc cette documentation. La collecte d'informations, l'enregistrement précis, l'extraction d'informations essentielles, tout ça, c'est la documentation un petit peu en général du patrimoine. Ça, c'est des généralités donc sur du patrimoine. Je vais rapidement présenter le laboratoire. Donc, le laboratoire a été créé à peu près en juillet 2000, je crois, parmi les premiers laboratoires initiés par la tutelle en 2000. Et depuis pratiquement 14 années que nous travaillons sur la numérisation. Nous avons beaucoup d'expertise en matière de photographie numérique, en matière de modélisation 3D, traitement d'images, numérisation, traitement, mais aussi on est passé au diagnostic des pathologies constructives sur des sites historiques ou bien sur des monuments. Polyvalence, expérience, bien sûr, il faut être très polyvalent pour travailler sur des sites un petit peu très complexes et on apprend avec le temps. Ça, c'est pour les jeunes chercheurs et pour les doctorants. On n'a pas encore commencé. On a commencé, oui. Si. Ouais, ça marche. Non, mais ça marche. Donc vous n'avez pas vu tous les... On peut reprendre. C'est l'équipe partie remise. Oui. Hein, t'es connecté. Partage. Windows. Windows. Voilà la présentation. Maintenant, il faut passer par là. Ouais. Coupe l'écran. Non, ça passe pas. C'est pas grave. On va passer peut-être... C'est pour ça que j'aime pas trop les... Si ça passe pas, c'est Donc, présentation du laboratoire. Donc la numérisation, les avancées, donc les avantages de la numérisation, laboratoire. Ce que je viens de présenter ici, c'est que, et ça c'est pour les jeunes chercheurs, c'est que nous, on a eu la chance, à travers un appel d'offres, de participer à un projet de coopération. Et donc j'incite les jeunes chercheurs et les doctorants à participer justement aux appels d'offres et aux projets, parce que les projets offrent des opportunités de mise à niveau technologique et technique. Nous, c'est à travers un projet de coopération que nous avons pu acquérir une certaine expertise qui était très très difficile à avoir en national.
Et donc ça c'est juste pour souligner un petit peu le rôle et l'importance des appels à projets et des projets de coopération. Nous travaillons donc sur des sites archéologiques, sur l'architecture vernaculaire, sur l'Aqsa, sur des médinas, sur l'architecture de la période coloniale aussi. On a trois axes un petit peu d'activité. C'est l'enseignement à travers les masters, à travers donc des offres doctorales en matière de numérisation, des projets de recherche et bien sûr des formations sur terrain, surtout des trainings. Donc ça marche pas. Non, non, c'est de nada. Sinon, oui. Partage l'écran. Donc des formations sur terrain pour les doctorants, pour des chercheurs donc, et pour les archéologues. On travaille beaucoup avec les archéologues. On a une équipe d'archéologues au sein de notre laboratoire. Là, c'est une diapo qui est importante. Ça résume un petit peu toute la documentation que nous travaillons en laboratoire, mais ça résume un petit peu toute la documentation qu'il y a pour le patrimoine ou bien le patrimoine culturel. Donc tout ce qui est donc, documentation 2D, donc tout ce qui est JS, les élévations, les coupes, et aussi la 3D, la 3D plutôt, il y a la data, c'est tout ce qui est données numériques. Donc c'est les nuages de points, les objets en 3D, les DTM, donc les modeling de terrain, les images, soit la photogrammétrie, ou bien nous allons voir un petit peu rapidement aussi tout ce qui est diaporama. Et n'oublions pas, malgré qu'on fait de la numérisation, c'est très important, donc les données contextuelles. Les données, les clinahum katalaba, donc tout ce qui est relevé, en créant les remarques qu'on voit sur le site, les choses. Il ne faut pas oublier donc tous les rapports de fouille, les rapports de conservation, les informations sur terrain, c'est très important. Parce que par la suite, quand on fait des restitutions, parfois on oublie des choses, et c'est noter des choses, regarder, prendre des photos, et aussi très important, aussi important que faire le relevé numérique et technique. Quelques techniques appliquées au sein du laboratoire. Donc rapidement, la première technique pratiquement basique, mais qui est quand même assez complexe lorsqu'on veut aller plus loin. C'est les visions 360 degrés avec donc un trépied. Donc il faut un appareil photo quand même professionnel, avec des lentilles en fisheye à 8 mm, donc des adaptateurs bien précis. On fait un montage vidéo, un montage plutôt de photos, et on a donc 360 degrés. Là c'est l'amphithéâtre à Jmila, on a des photos, et il y a bien sûr des petits logiciels libres assez spéciaux. On met la photo et on a donc un panorama 380 degrés, 360 degrés plutôt du site. C'est ludique, c'est facile à faire pour le grand public. Donc qu'est-ce qu'on obtient par la suite? On obtient bien sûr, on peut construire, comme ici, on peut construire donc une visite virtuelle du site de Jmila avec plein de points, des spots. C'est quand même assez facile à faire et ça rend beaucoup de services pour le grand public et parfois pour des chercheurs et des jeunes chercheurs. Donc ça c'est la première technique. La deuxième technique aussi que beaucoup de chercheurs connaissent, donc c'est la photogrammétrie, où il y a Structure from Motion, SFM. Donc sur la base de photographie numérique, donc on arrive à restituer donc l'objet en 3D, que ce soit une façade, que ce soit un objet, bien sûr. Il y a des techniques à utiliser, comment faire des chevauchements de photos, ça c'est des choses vraiment qui s'apprennent sur le tas et sur le terrain.
Donc les photos se chevauchent. Le principe de photogrammétrie est quand même très ancien. Optique, maintenant c'est une photogrammétrie numérique, soit par drone. Donc là, quelques exemples de travaux que nous avons effectués. Bien sûr, il faut un éclairage quand même qui est nécessaire, un bon éclairage. Il faut éliminer les sources de lumière. Quelques exemples, des petits exemples d'abord pour les archéologues. Donc nous avons un petit peu fait des travaux de numérisation d'objets enfin ça ne marche pas bon, parce que j'ai des objets en 3D. Ça c'est des exemples de façades qu'on peut faire, et donc on a des restitutions de façades qui peuvent être intéressantes pour les étudiants en matière d'analyse de façade. Donc vous avez toute la profondeur de la façade, les dimensions, et on peut décomposer, on peut faire ce qu'on veut. Bien sûr, on peut aller vers des structures un peu plus complexes. Là, c'est l'arc de Trajan à Tingad qui a nécessité 330 photos en haute résolution. C'est un modèle qui est quand même assez complexe. Il y a aussi l'amphithéâtre de Timgad qui a nécessité un petit peu plus de 1000 photos. De Timgad. C'est 1000 photos à peu près en termes de photogrammétrie. J'ai fait ça juste pour vous, pour illustrer un petit peu la puissance de la photogrammétrie qui est parfois sous-estimée par des jeunes chercheurs. Et bien sûr, on travaille aussi beaucoup avec le TLS, le scanner laser. C'est une technique ici aussi qui est donc, commence à être très généralisée par les chercheurs et aussi par les professionnels. Donc, on utilise donc un faisceau laser qui fait le relevé de l'objet en X, Y, Z, et donc on obtient ce qu'on appelle un nuage de points. Un nuage de points. Le nuage de points, par la suite, il y a un maillage à faire, puis donc un rendu, et on fait le texturing. Texturing, soit on le fait en manuel, soit avec des photos. Il y a différentes techniques qui sont utilisées pour avoir donc le modèle en 3D. Ça, c'est ce qu'on appelle, nous, le workflow, c'est-à-dire comment on travaille. Donc, on génère un nuage de points, on fait des maillages. Le maillage, c'est la maille, soit triangulaire, soit hexagonale. On génère des surfaces, traitement, 3D. Et donc, on a des modèles qu'on peut exporter sur tous les formats possibles. Soit pour les utilisations en dessin, ou bien les utilisations en JS, ou bien en HBM. Ça, c'est un workflow encore plus détaillé. Scanning, cleaning, nettoyer. Ça, c'est un exemple de 2 scans. Et par la suite, il y a toujours, on fusionne toujours les scans. Et parfois, on peut avoir jusqu'à 1000, 1500 scans à fusionner. Malgré tout ça, il y a toujours des problèmes. Des problèmes qu'on peut rencontrer soit sur terrain, parfois des touristes, des gens qui passent, parfois la végétation peut gêner, donc on a des objets non désirés, des câbles électriques, des valeurs parfois aberrantes, parfois la texture de l'objet ne permet pas d'avoir, donc il y a le faisceau laser, il y a une réflexion du faisceau qui ne permet pas d'avoir donc très bien donc, les coordonnées de l'objet. Le nettoyage, chaque scan est nettoyé entre 2 heures pratiquement, à 3 heures parfois pour un seul scan. Imaginez, c'est lorsqu'on a 1000 scans à nettoyer. Parfois c'est les étudiants, les doctorants qui le font. Donc ça c'est un travail aussi fastidieux. La question qui se pose parfois, est-ce qu'il faut être authentique, fidèle, ou bien remplir les vides? Pourquoi? Parce que parfois, regardez là, c'est une coupole, on ne peut pas avoir le scan en haut. Est-ce que faut-il le remplir ou laisser
à l'authentique. Là aussi, c'est des questions qui sont posées parfois en termes de numérisation. Je passe un petit peu rapidement, sinon le professeur Akma va être un petit peu en colère. Les problèmes des toits qui se posent. On travaille souvent sur des villages, il y en a des problèmes de toit parce qu'on n'a pas, parfois parce qu'on utilise des échelles, on utilise des échafaudages, mais parfois toujours on a, vous voyez les vides qu'il y a, ça pose des problèmes en matière de lasérogrammétrie. Bien sûr, en matière de photogrammétrie, on fait par l'article, vous allez voir, on fait parfois la combinaison des deux techniques, qui est un petit peu pour prendre le relais, que ce soit avec des petits drones. C'est pas facile de les utiliser aussi, c'est très fastidieux. Il faut des autorisations vraiment très complexes. Donc voilà, c'est des exemples de villages berbères de montagne dans la région nord de Sétif. Des maisons berbères. J'essaie de passer rapidement. L'amphithéâtre de Jmila. On travaille aussi beaucoup sur les amphithéâtres de Jmila, de Timgad, de Guelma, ça nous intéresse aussi, on verra par la suite. Les livrables. Les livrables, généralement, on a ce genre de livrables, donc soit des plans, des élévations, des actionnaux en coupe, des orthophotoplans. Les orthophotoplans, ici, c'est une combinaison entre la photogrammétrie et la lasérogrammétrie. Ou bien parfois c'est de la lasérogrammétrie avec des photos en HD qu'on essaie de plaquer avec certaines techniques de plaquer sur les objets. Et donc ça permet d'avoir donc les textures, le détail à l'échelle millimétrique de l'objet, donc des façades. Là c'est le temple de Septième Sévère à Jmila. Vous avez donc le plan, la façade principale et une orthophotoplan en profil. Bien sûr, on peut avoir des actionnaux aussi. Ça, c'est une combinaison entre la lasérogrammétrie et la photogrammétrie. J'essaie d'aller vite. Ok, donc troisième partie, c'est les diagnostics. Normalement, c'est la partie la plus intéressante parce que là, au début, on parlait de numérisation. Là, on va parler des techniques un petit peu de diagnostic. L'une des premières, c'est l'isolation, isoler un objet. Là, c'est un exemple d'une église qui a été noyée dans des bâtiments qu'on ne retrouve plus. Donc, il fallait la retrouver, il fallait donc isoler l'objet, décomposer et la retrouver. Et c'est ce qui a été fait, c'était à Bosch-Bois-les-Riches. C'est une ancienne église de l'époque coloniale. Une deuxième technique, c'est le digital twin, les jumeaux numériques. C'est très à la mode, les gens, beaucoup d'étudiants, de doctorants travaillent sur ce qu'on appelle les jumeaux numériques. Les jumeaux numériques, on a utilisé pour justement nous, lorsqu'il y a eu la dégradation de la fontaine, on a eu un scan avant, on a fait un deuxième scan, et donc on a fait donc une fusion des deux scans pour trouver un petit peu les détériorations. Ça c'est en fusion numérique, c'est pas très pratique pour les restaurateurs. Le restaurateur, quand il a vu ça, il dit non, moi je ne peux pas utiliser ça. On lui a donné des objets en 3D, lui, donc était beaucoup plus intéressé par les cross-sections, c'est-à-dire les sections. C'est aussi la même chose, c'est couper l'élément en lamelles, et avoir donc la comparaison entre les vides, à chaque lamelle, les vides qu'il y a. Et là, c'était beaucoup plus pratique pour lui parce qu'il pouvait faire le remplissage des objets qui ont, ou bien le volume qui a disparu. Donc, c'est un petit peu les deux techniques. D'autres exemples, nous avons travaillé sur les mosquées d'Agadir à Tlemcen pour déterminer un petit peu le diagnostic en matière de comportement mécanique des minarets. C'est un minaret qui a plus de 12 siècles. Et donc, nous avons essayé de le diagnostiquer, nous avons déterminé certains paramètres de construction, mais aussi certains paramètres de dégradation. Là, c'est un autre minaret à Sétif, où il y avait donc certaines déformations, des torsions millimétriques du monument. Un autre exemple, le tombeau de Scipion. C'est à Sétif aussi, où nous travaillons sur le suivi de ce monument comme un exercice pour les doctorants et pour les étudiants en matière de diagnostic, sur les pathologies constructives
et destructive du monument. J'arrive à la conclusion. Moi, la conclusion, donc, bien sûr, la contribution à la conservation du patrimoine culturel, c'est vrai, la documentation, elle est appropriée, c'est des approches proactives, collecte de documents, mais je voulais aussi, je sais pas si le diapo, je pourrais aller plus vite, parler des défis et des limites. On parle souvent des avantages de la numérisation, mais on parle très très peu des limites et des désavantages de la numérisation. Parmi les premiers désavantages, c'est que on commence à perdre le contact avec l'objet. Surtout les archéologues, ils n'ont pas aimé beaucoup ça, ils n'ont pas très bien apprécié. Ils disent, moi j'aime bien toucher. Ça c'est un grand problème qu'on pourra discuter. L'authenticité des données. Il y a un grand problème sur l'obsolescence technologique. Maintenant, les étudiants sont confrontés à des centaines de logiciels, des extensions. Et l'obsolescence technologique, il y a des logiciels qui tombent dans l'obsolescence, c'est-à-dire qu'ils sont dépassés, que faire la combinaison entre les plateformes numériques qui posent problème, ça c'est purement technique, et la protection des droits d'auteur, l'éthique. À qui appartient cette empreinte? Et là c'est un grand problème, c'est un vide juridique. À ma connaissance, l'un des premiers pays au monde qui commence à travailler sur le droit d'auteur des empreintes numérique, c'est la Pologne. Ça, c'est pour les jeunes docteurs. Donc, ils sont en train de faire toute une législation qui protège l'objet modélé en 3D avec des droits d'auteur que les gens ne peuvent pas réutiliser sauf autorisation. Et là, c'est un grand problème d'éthique. Quand on fait une empreinte et on la partage comme ça en libre accès, ça peut poser beaucoup de problèmes. Et bien sûr, pour finir, il y a un grand chantier actuellement, c'est l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu'elle peut apporter en matière de diagnostic, en matière d'analyse, en matière de modeling. Elle est en train de changer beaucoup de choses sur la rapidité des techniques qu'on faisait avant quelques années, vraiment très hardivement et très dur. Voilà, très lourd. Maintenant, ça commence à être vraiment très rapide, c'est plus segmenté maintenant. L'intelligence permet de faciliter un petit peu ces process de modeling 3D, mais ce n'est pas toujours une bonne chose. Moi, en tant qu'enseignant, j'aime bien que les choses se fassent sur des étapes, que les chercheurs, que les doctorants puissent maîtriser tous ces process. Sinon, c'est vraiment compliqué et ils ne comprennent pas vraiment un petit peu comment ça fonctionne dans